moi, de plus en plus, ce que je regarde quand on investit dans une start-up, c'est le porteur et s'il sera capable de prendre des décisions difficiles. Et faire ce que vous allez entendre un bon bout de fois, l'effet de levier. Et rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours dans le cadre du Business Startup Day au sein de la mêlée numérique sur la grande scène dans la table ronde introductive au Barcamp Financement. Alors, je vous dresse un petit peu le tableau. On a pris la crème de la crème du Barcamp Financement. Non, évidemment, toutes les structures seront présentes et utiles, quel que soit votre stade d'avancée en tant que start-up. Mais nous avons une petite demi-heure avec nos invités afin d'introduire une série de rencontres avec 20 structures de financement que tous les participants sur place, désolé pour ceux qui sont en stream, pourront rencontrer directement. Et notre mission, si vous l'acceptez, va être d'initier à la stratégie financière parmi toutes vos structures à n'importe qui, qu'il soit de l'amorçage ou en plein développement. Alors pour ça, on va vous proposer de vous présenter respectivement. Commençons par la droite, Pierre Carly d'Occitanie Angel. Et plus précisément, président de Capital Angels à Toulouse, qui est le réseau de Business Angels Toulouse. Très bien. Eh bien, bienvenue, tout simplement. Je crois qu'on peut l'applaudir, tout simplement, pour donner de l'entrain. Flamine Deschamps de The Moon Venture. Tout à fait, je suis Flamine, je suis responsable du pôle analyse de The Moon Venture, donc, qui est une structure, un club d'investisseurs qui regroupe 130 dirigeants de grands groupes ou entrepreneurs qui souhaitent investir dans les startups et s'investir un petit peu plus, donc en accompagnant les startups aussi. Très bien. Parlez bien avec le micro collé au menton, comme ça on vous entend bien. Olivier Malbourguier de la Banque de l'Innovation. Oui, enchanté et merci pour l'invitation, Mathias. Moi, je m'occupe principalement de la structure Banque de l'Innovation. On l'apprenait Banque de l'Innovation, mais c'est bien une structure Crédit Agricole qu'on a créée en 2017. Le but étant d'avoir un prisme différent que l'accompagnement bancaire traditionnel pour justement accompagner des projets naissants, des startups, et notamment aussi dans un financement plus atypique que le traditionnel du matériel ou du fonds de commerce classique. Voilà, merci. Très bien, on présente bien, super. On peut l'applaudir, toujours, effectivement, encourager nos invités. Christine Clarac de Haddock. Bonjour, je suis Christine Clarac, je travaille pour l'agence de développement économique Haddock, qui est le bras armé du conseil régional sur toutes les questions de développement économique. Je m'occupe plus particulièrement des questions de stratégie haut de bilan, donc qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'attends vivement vos questions. Très très bien. Et on peut applaudir bien entendu Christine Clarac de Haddock. Et last but not least, Bastien Bouchu de BR Partner. Qui êtes-vous ? Alors, je vais co-animer déjà avec toi, je vais essayer, mais ça pas me aussi fait bien que plaisir. toi. Donc, BR Partner, donc, je suis le fondateur des cabinets BR Partner, cabinet de conseil spécialisé premièrement en acquisition et cession d'entreprise, et on accompagne aussi beaucoup de startups sur des sujets de financement, mais pas que, puisqu'on travaille aussi avec eux toute la stratégie de développement. Et donc, on est basé sur Perpignan, Montpellier, Barcelone, et puis l'année dernière, on n'était pas à Toulouse, et cette année, on y est. Ah bah voilà, bah écoutez, bienvenue, hein, comme on dit. On a plein de néo-toulousains ou d'anciens toulousains qui reviennent à Toulouse. Peut-être est-ce l'effet Covid ou l'attractivité du territoire. En tant que néophyte dans le financement, j'avais envie de poser une question au nom, je dirais, des startups en démarrage. Un petit peu une question ouverte à toutes et à tous. Je démarre mon activité, je viens tout juste de créer ma société, ou je vais le faire très rapidement. Quelles sont les structures de financement auxquelles je peux m'adresser? Je pense aux subventions, peut-être à un prêt bancaire. Comment vous pouvez me guider? Qui veut prendre la parole? Je pense qu'il y en a plein. Alors, je peux commencer sur la partie bancaire. Donc, bien sûr, on vient nous voir pour la partie financement, mais ce qu'il faut voir avant la partie financement, c'est qu'il y a une partie conseil et mise en relation, en fait, qui est très importante. Nous, le but, c'est de détecter vraiment la maturité du projet, de chaque porteur de projet. Donc, on peut être sur une phase de seed, on peut être sur une phase d'amorçage ou une phase de croissance. À partir de là, nous, côté bancaire, on va vraiment accompagner l'accélération commerciale. C'est-à-dire vraiment, quand le produit est abouti, à ce moment-là, qu'on commence à avoir une petite traction marché, on va pouvoir prétendre à un prêt bancaire. Avant ça, par contre, mon rôle, moi, justement, c'est de mettre en relation avec l'écosystème sur, par exemple, un projet qui débute sur, par exemple, du prêt d'honneur ou aussi toutes les structures à côté, comme BPI, comme la région. Et justement, je passerai le relais sur l'explication. Mais le but, moi, c'est de détecter parler du projet avec le porteur de projet le plus tôt possible pour essayer de lui donner aussi les bons tuyaux. Moi, je me place comme ça aussi, c'est de l'accompagner tout au long de la vie jusqu'à ce que
pour moi, de mon côté, en fait, tous les voyants soient au vert pour pouvoir justement insérer l'accompagnement bancaire sur la partie accélération commerciale. Pierre Carly, Oui. Occitanie Angel. Pour répondre à la question, si c'est vraiment au tout démarrage de la start-up, il n'y aura pas d'investisseurs. Donc le porteur du projet, qu'est-ce qu'il va chercher? De la love money, à commencer par ses propres économies. Il va aller taper sa famille, ses copains, ses relations. Il va aller voir pour des prêts d'honneur les différents réseaux qui existent. Et il y en a plusieurs à Toulouse. Réseau Entreprendre, Créalia, Airbus Développement aussi, qui intervient beaucoup. Et puis, il va chercher des premières subventions auprès de BPI ou de la région, mais ça va être quelques dizaines de milliers d'euros. Après, s'il a de bonnes relations bancaires, il peut déjà aller voir une banque, mais ça va être un peu difficile. Et c'est surtout lorsque le projet aura commencé à évaluer, qu'il aura, si possible, déjà un produit, un début de commercialisation, qui va arriver à la phase d'amorçage où il va chercher des investisseurs. Donc, les investisseurs qui interviennent dans la première phase d'amorçage, donc c'est des besoins en fonds propres, entre 200 000 et 1,5 million à peu près. Et ben, c'est les réseaux de business angels, les clubs d'investisseurs privés plus ou moins organisés, mais donc des personnes physiques, les crowdfunders. Donc on a WeSeed à Toulouse, il y a aussi Sowayfund, Tudigo, etc. Et puis, peut-être un fonds ou deux. Alors, à Toulouse en particulier, il y a... l'IRDIC, il y a 2 fonds pour intervenir pour les startups. Il y en a un qui n'intervient que dans les deep tech, prioritairement santé. Et donc, il faut avoir le label deep tech, c'est-à-dire un accord avec un laboratoire. Et ils interviennent à partir de 500 000 euros, je crois. Et le deuxième fonds qui intervient normalement dans tout type de start-up, sauf les B2C, donc ça fait que B2B. Et là, il faut déjà un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Bon, là, on est un petit peu avancé, effectivement. Et à ma connaissance, BPI est en train de lancer un nouveau fonds qui va intervenir dans les startups. Bon, alors, j'en profite pour les personnes et surtout porteurs de projets présents. Pierre cité Créalia, Initiative de Garde Réseau Entreprendre. BPI, vous pouvez les rencontrer indirectement au Patio. Nous sommes dans la table ronde introductive. Vous me mettez un tapis rouge, Pierre, c'est excellent. Mais on parlait de prêt d'honneur. J'aimerais revenir sur cette notion avec Christine, faire un lien aussi avec les subventions. Qu'est-ce que le prêt d'honneur Le prêt d'honneur, quand on parle de prêt d'honneur, quel que soit le système, micro bien près. Quel que soit le système de prêt d'honneur, à partir du moment où on a le mot donneur, c'est un prêt qui est fait à la personne. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est prêté à la personne et la personne réinjecte au capital ou au compte courant d'associé, ce qui permet de mécaniquement augmenter les fonds propres ou quasi-fonds propres. Une fois que vous avez augmenté vos fonds propres, eh bien vous pouvez aller voir BPI, vous pouvez aller voir la région et faire ce qu'on va, vous allez entendre un bon bout de fois, l'effet de levier. Avec cet effet de levier, vous allez pouvoir avoir plus de fonds propres et avec ces fonds propres augmentés, vous allez pouvoir demander plus de subventions côté BPI ou côté région. Donc ça, c'est vraiment la mécanique qui s'opère au départ et qui est la plus importante. On est vraiment en pré-amorçage, donc c'est vraiment au tout début. Donc la love money, le prêt d'honneur, initiative, réseau, on peut tout cumuler. Donc une fois qu'on a cumulé, alors il ne faut pas oublier que ça reste du prêt à la personne. Donc au bout d'un moment, il faut quand même calculer le taux de remboursement à titre personnel. Mais tout cumulé, on peut monter jusqu'à 100 000 euros de prêt d'honneur. Donc ça commence à faire. Et après, on va chercher subvention, BPI, région. Est-ce qu'il y a aussi le principe de l'effet levier pour déclencher des prêts d'honneur? Il faut offrir des garanties avec son capital social, ses fonds propres dont vous parliez, Pierre. Bastien, toi, tu es peut-être plus à jour là-dessus? Non, mais c'est qu'il faut être un petit peu sérieux quand on crée son entreprise. Démarrer avec un capital social de 1 000 euros et puis placer beaucoup en compte courant, ça fait preuve quand même d'une prise de risque assez limitée des fondateurs. Donc nous, on leur conseille toujours au moins d'avoir un capital social qui est quand même assez cohérent, donc à la rigueur 5 à 10 000 euros, et puis après, derrière, de pouvoir placer ça en compte courant, puisqu'il faut savoir aussi que les comptes courants font partie aussi des calculs sur les fonds propres au niveau des institutionnels. La notion de fonds propres, elle est hyper importante, puisque c'est en fait la clé de voûte qui va permettre de pouvoir derrière aller chercher aussi les financements nécessaires. Que ce soit auprès des banques, auprès de la BPI, auprès de la région, mais même aussi au niveau de l'État, si on monte aussi maintenant sur les programmes France 2030,
où il y a beaucoup en parle d'enjeux déjà. stratégiques du gouvernement. Je vais encore trop vite. On en parle déjà. Non, mais on avait prévu d'en parler effectivement. Oui, mais oui, c'est donc très bien d'en parler. le gouvernement a mis en place un plan de soutien en fait à l'investissement avec France 2030 et il y a plein de secteurs en fait différents sur la réindustrialisation, sur la souveraineté numérique. On en a parlé aussi tout au long de la journée d'hier et aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est aussi cette notion de fonds propres, elle est essentielle. Soit elle est faite, comme le disait Pierre, sur le love money au départ, sur des mécanismes aussi qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément communément bien appréciés des investisseurs, mais comme les BSAR, qui sont aussi des moyens d'aller chercher aussi derrière des fonds propres auprès de son entourage en leur offrant la possibilité de pouvoir monter au capital derrière. Donc voilà, on a plusieurs stratégies pour augmenter les fonds propres, mais ça doit être en fait la règle d'or dès le départ de l'entreprise. Et puis après, derrière, il y a une imbrication des financements qui doit se faire je veux dire, dans un certain tempo. Et j'ai envie de dire, la banque, c'est la dernière qu'on va avoir dans les effets de levier. La banque, c'est la dernière qu'on va voir. Olivier, c'est vrai ça? Oui, il y a cette notion de fonds propres, mais tout le monde l'a, que ce soit BPI, que ce soit la région, justement, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y a quand même une notion de fonds propres, et souvent on parle d'un ratio à ne pas dépasser, ce ratio qui est de 1 pour 1. Alors c'est vraiment le ratio maximum, et puis bien sûr, on va pouvoir aussi l'adapter en fonction de chaque activité, en fonction aussi de la croissance et de la maturité de la société, de sa maturité commerciale. Donc c'est des paramètres qui ne sont pas figés, mais qui donnent une orientation. La banque, est-ce qu'elle arrive en dernier recours? Elle n'arrive pas tout à fait en dernier recours, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment, enfin moi j'ai pu financer, accompagner des projets qui démarraient vraiment leur activité commerciale avec seulement 3-4 clients, mais c'était par exemple des clients de qualité sur des POC bien validés et qui se sont transformés très rapidement en contrats. Le but pour nous, comme on n'investit pas en haut de bilan, et que le remboursement de la dette doit s'effectuer de façon mensuelle et sur une date donnée, on est obligé de bien regarder que la société pourra se permettre le remboursement. On a aussi cette veille à faire pour bien vérifier que la société puisse s'endetter sans la surendetter. Voilà. Donc on intervient, oui, souvent en effet de levier, des levées de fonds. C'est sûr que ça aide. Forcément, si on renforce les fonds propres, nous, ça nous permettra d'avoir une visibilité sur la trésorerie. Et surtout, j'insiste sur le démarrage de l'activité commerciale. Si je peux le mettre en avant avec le prévisionnel qui nous est présenté, il n'y a pas de souci particulier. On pourra accompagner dans ce cadre-là. Et juste pour compléter, là on parle beaucoup d'argent, mais c'est aussi la cohérence du projet dans un marché. Avoir des fonds propres, c'est très bien, mais derrière, il faut quand même avoir une réelle stratégie avec une capacité d'exécution, une profondeur de marché, avoir travaillé son offre. Voilà, il y a tout un travail à faire en fait en préalable sur le projet, sur la stratégie du projet, sur sa capacité à exécuter sa vision. Et puis après, derrière, effectivement, il y a cette structuration financière qui va venir apporter les moyens pour pouvoir exécuter la stratégie. Il y a un mot qui est revenu dans toutes vos bouches, c'est commercial. Et moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Flamine en tant que fonds d'investissement, donc sur le SEEDS, mais aussi Serie A, tu vas nous expliquer pourquoi. En quoi c'est important? Il y a cette phrase que j'ai souvent entendue, c'est le meilleur financement, c'est le chiffre d'affaires, quelque part. Est-ce que c'est un prérequis pour de l'investissement donc en capital risque, donc dilutif? Si je dis des gros mots, levez la main et dites « Mathias, on ne comprend rien, on va poser des questions », on laissera un petit temps de questions-réponses après. L'approche commerciale, faire du chiffre d'affaires, c'est fondamental pour lever des fonds en dilutif? Je dirais pas tout à fait, ça dépend. Il y a des investisseurs qui sont quand même motivés pour investir en pré-seed. Et donc, en général, pré-seed, ça veut dire pré-revenu. Comment ça se passe en général? C'est des personnes qui s'y connaissent très bien dans le domaine d'activité de la start-up et qui se disent « Ok, j'ai envie d'investir dedans, je vais mettre un petit montant. » Et puis en général, ça peut fonctionner comme ça. Et donc là, ça peut être pré-revenu. Les clubs d'investisseurs, en général, ils interviennent effectivement plus quand il y a déjà des revenus, déjà une traction commerciale et qu'on peut prouver que la start-up va fonctionner un petit peu dans le temps en tout cas. Donc nous, typiquement, The Moon Venture, on intervient quand il y a déjà presque 100 000 € de chiffre d'affaires. Ah oui. Donc ça fait déjà une belle traction. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, on intervient aussi à ces moments-là où on apporte des montants entre 250 000 et 1 million d'euros, et on est capable par contre de réinvestir en Serie A parce que si on considère que la start-up fonctionne bien et qu'elle va bien avancer, nos investisseurs sont prêts à réinvestir. Donc dans un exemple concret que vous avez sûrement vu ici, c'est Axonaut.
puisqu'on a investi en 2019 dans Exonaut, 400 000 euros, et aujourd'hui on a réinvesti en série A, on a apporté plus de 3,5 millions. Donc typiquement, voilà comment ça peut fonctionner dans des... Donc on est un club d'investisseurs également, structuré en interne, mais en tout cas on est encore un club d'investisseurs. Quelqu'un qui fédère des investisseurs aussi, c'est Christine Clarac, parce qu'il y a la chargée de mission financement haut de bilan, et derrière, il y a aussi une énorme action qui arrive, c'est Occitanie Invest, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On a un événement phare au sein d'ADOC qui va démarrer bientôt. L'appel à candidature ouvre le 12 octobre et se terminera le 20 décembre, donc c'est une période courte mais intense. Et toute entreprise qui souhaite candidater, donc qui souhaite lever des fonds, je vous engage à candidater. C'est vraiment un très 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 bel événement que nous organisons depuis 19 ans au sein d'ADOC. Et donc candidature, sélection des dossiers. Et ceux qui ont la chance d'être sélectionnés peuvent rencontrer jusqu'à 100 investisseurs sur une même journée. Il y a 100 investisseurs nationaux et régionaux. Capital Angel en fait partie. Nous les accueillons, nous accueillons nos sélectionnés, nous les mettons en relation avec des fonds nationaux et régionaux. Et nous avons à peu près, quand on regarde les statistiques, la moitié des lauréats qui lèvent des fonds au travers de The Moon Venture aussi, qui en fait partie. Donc voilà, c'est un écosystème qui est très, très vertueux. Très bien. Pierre Carly, vous vouliez rajouter un mot? Je voulais insister sur le chiffre d'affaires, parce que une fois qu'on a fait la levée, on est très content, on va pouvoir investir, embaucher des commerciaux, On claque tout. améliorer la roadmap. Mais le problème, c'est que quand on compare les business plans des startups au moment de la levée à la réalité, quelquefois, le chiffre d'affaires est 2 à 3 fois moins élevé que ce qui était prévu, quand ce n'est pas un décalage d'un an complet des recettes du business plan, des recettes, mais pas des dépenses. Et donc revenir 12 mois après, voir les investisseurs du premier tour en disant on a tout cramé et on n'a pas fait de chiffre d'affaires et donc on n'a pas eu de résultat et la trésorerie s'est dégradée, on n'a plus rien, c'est pas terrible. Alors, il y a quelques années, on disait on ne demande pas aux startups de gagner de l'argent, il suffit qu'elles aient un chiffre d'affaires qui augmente, qu'il faut à x2 chaque année, et puis les investisseurs seront là, et on a vu des dossiers où il y a eu des dizaines, des centaines de millions investis sur des startups qui gagnaient toujours pas d'argent, mais parce qu'elles avaient une croissance forte. Alors déjà aujourd'hui, les fonds ne veulent plus, même si la croissance est forte, ils veulent des résultats, mais s'il n'y a pas de croissance, et c'est quand même beaucoup plus dur de vendre que ce qu'on croit quand on a un projet. On peut penser que l'idée est bonne, c'est très bien, les investisseurs le pensent aussi, mais ce qui compte, c'est que le marché pense que l'idée est bonne. Si on est en B2B, il faut 12 à 18 mois entre le premier contact et la signature d'un contrat. Et moi, ce que je dis toujours aux porteurs de start-up, et j'essaye de les challenger en disant, on prend votre business plan et on décale toutes les recettes d'un an, où on suppose que vous faites que 30% de ce que vous avez prévu. Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions pour tenir quand même en trésorerie sans revenir la tête basse, dire on a tout cramé? Parce que là, aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver un deuxième tour si on a tout cramé et qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est quand même... Est-ce que l'écosystème du financement, en dilutif, il resserre un petit peu les boulons, il resserre un petit peu les vis? Je sais qu'on avait des échanges préliminaires, Bastien, mais Flamine aussi. Quel est votre avis dessus? Complètement. Ouais. Enfin, je veux dire, en tout cas, depuis ce début d'année, c'est vrai qu'on voit que les investisseurs sont quand même un petit peu plus frileux à investir, qu'on attend justement un chiffre d'affaires qui est supérieur. Typiquement, la barre des 100 000, c'était pas du tout ça l'année dernière, donc ça a vraiment évolué. Et la notion de rentabilité est vraiment entrée dans la bouche de nos investisseurs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, dans les prévisionnels financiers, si on repart sur ce que vous disiez, effectivement, on attend à ce que 18 mois maximum, la start-up puisse prouver qu'elle est rentable, en tout cas dans ses projections financières. Donc, c'est vraiment beaucoup plus ancré aujourd'hui, quoi. Et on revient des fondamentaux un petit peu, parce qu'on avait un petit peu pété les plombs quand même sur, alors d'une part les valos qui étaient devenus un peu complètement hors marché, hors sol, et puis effectivement des montants de levée qui étaient beaucoup plus importants. Ça s'est resserré déjà dès l'année dernière, et puis là cette année on a vu qu'on avait quand même une baisse des levées de fonds sur le premier semestre de quasiment 60 à 70%, avec des entreprises qui ne sont pas rentables et qui ont du mal en fait à se refinancer. J'ai discuté avec
quelques fonds d'investissement à Paris où il me disait qu'il faisait quasiment que des flat rounds ou des down rounds, c'est-à-dire qu'en fait, ils refinançaient leur start-up soit à la même valo qu'il y a 2 ans, soit avec des valos qui étaient carrément complètement dégradés. Et donc ça, après, il y a des vrais sujets de dilution qui viennent s'impacter. Et donc, pour pallier à ça, il y a aussi parfois le non dilutif, mais il y a toujours cette notion de fonds propres. Donc, à un moment donné, c'est un jeu d'équilibre. Mais c'est pas facile de lever de l'argent. Il faut y aller au bon moment. Et pour nos 2 représentants, je dirais entre guillemets, du non dilutif, est-ce qu'il y a un effet mécanique, je dirais, d'avoir plus de dossiers, de recevoir plus de déçus, je dirais, finalement je me suis pris une porte à 15 fonds d'investissement, donnez-moi de l'argent si vous voulez, ou il n'y a pas d'effet, c'est plus structurel en règle générale? Alors j'attendais la question justement. Nous, on ne ferme pas les vannes justement, mais j'en reviens un peu à ce qu'on expliquait justement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une bonne structure, il faut un bon projet pour qu'on puisse l'accompagner. Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette notion risque aussi qu'on doit prendre en compte, et que si le risque est bien géré, nous on va pouvoir continuer en fait à financer sans les problématiques économiques qu'il peut y avoir autour. Donc on finance, et on finance même plus que il y a les belles années. Si je reviens 2 ans en arrière, où c'est vrai que l'argent coulait un peu plus à flot au niveau du haut de bilan, nous c'est vrai qu'on accélère un peu. On vient nous solliciter un peu plus pour le bas de bilan, pour d'une part éviter de se diluer aussi avec les contraintes qu'évoquait Bastien. Et du coup, par contre, si notre approche risque côté bancaire est bien gérée, on peut continuer comme ça, accompagner, et même encore plus sur des tickets plus importants. Oui, enfin, j'ai été banquier pendant 40 ans, donc ce n'est pas une critique vis-à-vis des banquiers, mais si une start-up a levé 300 000, a cramé les 300 000 la première année qu'il n'y a plus de fonds propres, elle peut aller voir sa banque, elle aura un peu de mal quand même. Hein. Et je comprends la banque, c'est en aucun cas une critique. Oui, bien sûr. Mais alors, après, là, on est obligé, on n'a pas le temps, hélas, de faire au cas par cas. Mais c'est sûr que si la société n'a plus de liquidité, n'a plus de trésorerie et n'a plus de fonds propres, et si ces investisseurs historiques ne veulent plus les accompagner, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la confiance de l'investisseur historique de haut de bilan, si elle n'y est plus, moi, je ne vais pas pouvoir derrière non plus accompagner et prendre le relais d'un investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un investisseur, en fait, à la sortie, sa rémunération va être bien plus importante que la petite marge sur le crédit que la banque va pouvoir avoir. C'est pour ça que ce n'est pas une critique. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça fait partie d'une condition. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr que les investisseurs historiques soutiennent toujours le projet. Mais ça me ramène à un conseil que je donne aux start-upers qui souvent veulent se diluer le moins possible. Donc l'idéal, c'est 14 millions. Je garde 20%, je cède 20% du capital, je garde 80%. Puis comme j'ai besoin d'1 million, ça veut dire que 20% ça vaut 1 million. Donc que ma valo est de 4 millions. Donc on arrive avec des valos délirantes. Et je dis, il vaut mieux accepter d'être plus dilué, lever le maximum de fonds pour tenir le plus longtemps. Alors, donc en gros, il vaut mieux être capable de tenir 18 mois ou 24 mois que pour être moins dilué, lever simplement pour tenir 12 mois. Avec l'inconvénient que si on lève trop, on peut avoir la tête qui tourne et on se met à trop dépenser. Et donc, vraiment, moi, de plus en plus, ce que je regarde quand on investit dans une start-up, c'est le porteur et s'il sera capable de prendre des décisions difficiles, c'est-à-dire le prévisionnel, le chiffre d'affaires rentre moins vite que prévu. J'ai embauché 5 commerciaux, 3 ingénieurs, 3 personnes à la production. Est-ce que je suis capable de licencier la moitié pour permettre à la start-up de vivre 2 fois plus longtemps et d'avoir une chance de faire du chiffre d'affaires sur la période? Parce que sinon, ça devient très vite une catastrophe. Je rajoute juste un petit truc parce que moi je ne suis pas du tout dans la même politique pour le coup. Où nous, à l'inverse, on me propose plutôt de faire des levées de fonds en 2 temps et justement de lever un petit peu moins au départ pour ensuite pouvoir lever plus et les accompagner sur la suite. Si c'est prévu dès le départ. Oui. Et le sujet aussi dont on n'a pas trop parlé, mais c'est juste une petite indication quand vous souhaitez lever en précide, donc pré-revenu. L'idée c'est de se diluer autour de 10%. Et au niveau du site, c'est entre 18 et 25%, si ça peut vous donner quelques idées clés aussi.
et jouer sur l'effet levier bancaire, parce Voilà. que c'est vraiment une combinaison de dilutifs et de non dilutifs. Bastien se Exactement fait ce que je veux piquer dire, son c'est que intervention. pour pallier au sujet aussi des grosses valos, quand on estime un besoin de financement, ne serait-ce qu'à 2 millions d'euros, dans les structurations de tours, on peut justement allier effectivement du haut de bilan, donc de l'equity, parfois même avec des poches d'investissement différentes en faisant de l'obligation convertible qui permet d'être aussi des quasi-fonds propres au regard après des effets de levier qu'on peut faire. Et puis permet aussi aux investisseurs éventuellement de remonter au capital derrière avec des conditions qui sont préétablies. Et puis derrière, dans ces structurations de tours, il faut intégrer effectivement la dimension institutionnelle, BPI, banque, région, etc. pour justement permettre d'aller lever peut-être un petit peu moins en equity, mais d'aller faire les effets de levier derrière et du coup d'être sur des valorisations qui sont quand même cohérentes par rapport au marché et à la maturité de la société. Le temps passe et passe, comme dirait les nègres marrons. Il nous reste 2 minutes pour faire un tour de table de vos 5 structures et annoncer peut-être aussi vos actus. On fait au sens inverse, on commence par toi. Bastien, à part la soirée de ce soir, évidemment. Sur les actus, on a ouvert un cabinet à Toulouse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, sur les actus, on se développe bien. On accompagne. Là, on a fait un peu les comptes à la rentrée. On a accompagné un peu plus de 110 startups depuis 2018. À la fois sur du non dilutif et sur du dilutif. Donc on travaille avec effectivement des fonds d'investissement, des groupements de business angel aussi également. On travaille énormément avec la BPI, on travaille aussi avec le secrétaire général, on en parlait tout à l'heure, à l'investissement via France 2030. On a plein d'organismes aussi sur le financement. On parle aussi de financement, on peut parler aussi de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation, qui sont aussi des façons de financer aussi ces programmes de recherche et développement. Et donc tous ces financements-là doivent être imbriqués de bonne manière, dans le bon ordre aussi. Puisqu'on parlait tout à l'heure, c'était pas non plus en disant on va voir son banquier en dernier, mais quelque part, le premier réflexe d'un entrepreneur, c'est que j'ai besoin d'argent, je vais voir la banque. Et pour moi, en fait, il y a plusieurs structurations de financement à faire. Et je les renvoie des fois sur des structures comme la tienne pour justement préparer un joli BP et être en accord. Et voilà le Et ping-pong. puis juste pour terminer, Oui. ce qui est aussi très important, et pour justement arriver avec une certaine maturité commerciale, nous on travaille beaucoup au cabinet on pousse au maximum les curseurs sur le non dilutif, pour arriver en fait avec une traction commerciale qui est cohérente. Et puis il y a aussi, et je pense que Flavie pourra le confirmer, suivant dans le secteur où on est, il ne faut pas arroser tous les fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut les sélectionner par rapport à vos secteurs d'activité. Il faut faire ce qu'on appelle, nous, des due deal investisseurs. C'est-à-dire qu'on va regarder les tests d'investissement, dans quelles startups ils ont déjà investi, quel est un peu le track record aussi. Parce que, certes, on choisit son fonds d'investissement. Le fonds d'investissement peut nous choisir, mais il faut aussi choisir son fonds d'investissement parce que c'est comme un mariage. Bon, c'était un petit tour d'actu, mais là, c'était un podcast. Merci beaucoup. Non, c'est important de faire le tour de la question. Christine Clarac, un dernier mot et les actus. J'en profite pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit. Vraiment, la notion principale, c'est se faire accompagner. Quoi qu'il advienne, vous devez vous faire accompagner. Il y a énormément de sources de financement possibles. Elles ne sont pas mobilisables au même moment, pas forcément sur les mêmes destinations. Ce n'est pas facile de tout décrypter. Donc c'est le but aussi de tous ces organismes d'accompagnement dont nous faisons partie au sein d'ADOC, mais aussi des structures privées, de vous accompagner en fonction de votre avancement de projet, de où vous en êtes, ce qui vous reste à financer, les jalons qui restent à faire, de trouver en face. Notre job, c'est de trouver les structures de financement, connaître leurs thèses d'investissement pour faire perdre du temps à personne, en fait. Connaître qui finance quoi, à quel moment, de manière à ce que quand vous arrivez chez ces financeurs-là, vous avez le bon dossier au bon moment. Okay. Très, très bien, merci. L'actualité, encore si je me permets juste de garder le micro encore 2 minutes. Je l'ai dit tout à l'heure, Occitanie Invest, je vous invite à venir me retrouver à la fin sur le stand. Je ne vais pas prendre le micro plus longtemps, mais je vous invite à me rejoindre tout à l'heure. Je vous donnerai toutes les informations sur la candidature. C'est vraiment un événement fort. Je vous invite à candidater. Parfait, merci. Olivier Malbourguet, Banque de l'Innovation. Je vais essayer de faire vite, peut-être donner quelques chiffres, comme ça permet de mettre en relief aussi l'activité qu'on peut avoir sur le territoire. Notre territoire, Crédit Agricole Toulouse 31, c'est la Haute-Garonne. Pour vous donner quelques chiffres sur l'année dernière, on a présenté ces 29 dossiers qu'on a accompagnés en financement pour un peu plus de 8 millions d'euros. On a un encours global qui est d'un peu plus de 15 millions d'euros et 54 financements différents au cours de l'année dernière. On est à peu près sur le même rythme cette année. Et ça va vraiment de dossiers qui vont de 15 000 euros à 1 million d'euros. Donc on est vraiment, on accompagne tout type de dossier, toute maturité, à partir du moment où il y a une certaine traction commerciale qui permettra de mettre en relief le prévisionnel. Voilà.
Très bien, super. Merci beaucoup Flamine Deschamps pour The Moon Venture. Du coup, ce que je peux dire comme actualité, c'est que globalement, on cherche encore des startups pour cette année. On investit à peu près dans 7 startups par an. On en a encore 3 à financer sur cette année, donc on est complètement ouvert. Il y a de la place. Ouais. Let's go. Et on a déjà accompagné 26 startups depuis 2018. On a fait 32 levées de fonds, comme je vous disais, puisqu'on fait des séries A. Et 10 millions d'euros d'investis l'année dernière. Voilà. Not too bad, comme on dirait. Et Pierre Carly, pour conclure. Juste pour dire qu'on est en croissance forte, hein, on était 30 Business Angels il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est 56 chez Capital Angels et on a créé une antenne dédiée aux startups dans l'aéronautique et l'espace qui a 18 Business Angels. Donc on est passé de 33 à 72. On a financé 11 startups cette année et on vient de lancer une CIBA. Une CIBA, c'est un fonds. Les réseaux de Business Angels ont droit de créer des fonds réservés aux Business Angels. Sans être société de gestion. Donc on vient de lever 600 000 et j'espère le porter à 1 million d'ici la fin de l'année. Donc l'objectif, c'est d'avoir une force de frappe d'investissement de 1,5 million à 2 millions par an, ce qui nous permettra vraiment de répondre aux besoins d'un grand nombre de startups. Voilà, donc on va être de plus en plus actif et de plus en plus présent, mais aussi peut-être de plus en plus exigeant. Ah, et ce sera le mot de la fin. Exigence. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'on peut les applaudir. Et on vous retrouve sur le Barcamp Financement dans le patio de la mêlée numérique.